Sur cette nuit glaciale d'Ohio, j'étais allongé sur le plancher de bois franc de mes parents, hurlant de douleur alors que mon os se brisait à 8 mois de grossesse. Tandis que mon propre frère Austin se tenait au-dessus de moi, haletant de rage. J'ai levé les yeux vers ma mère, Marie, et mon père, Robert, les implorant de m'aider. Mais ils se sont simplement retournés. On fermé la porte du salon et m'ont laissé là dans le noir pour mourir. L'avidité avait transformé ma propre chair et mon propre sang en monstre. Mais tandis que je restais là, serrant mon ventre, j'ai fait un vœu silencieux qui allait changer nos vies pour toujours. Ce que j'ai fait ensuite a détruit ma famille, ruiné l'avenir de mon frère et les a envoyés exactement là où ils appartiennent. Derrière les barreaux d'une prison fédérale. Avant de commencer mon histoire, je veux que vous sachiez que je ne raconte pas seulement une histoire aujourd'hui. Je partage ma douleur. S'il vous plaît, dites-moi d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Afin que je puisse voir d'où viennent les personnes du monde entier qui me rejoignent dans ce voyage. Je m'appelle Chloé. J'ai 28 ans. Et si vous m'aviez rencontré dans les rues de Columbus, Ohio, il y a quelques années, vous auriez pensé que j'avais tout pour moi. Je travaillais comme designer UX numérique senior. Un emploi en entreprise pour lequel j'avais versé mon sang. J'étais calme, profondément empathique. Et le genre de personne qui avalait sa propre colère juste pour maintenir la paix dans une pièce. Mais plus que tout, j'étais une croyante. J'étais une croyante têtue et naïve dans le lien sacré de la famille. En grandissant, on m'avait enseigné que le sang est tout. On le protège. On le nourrit. Et quand votre famille demande de l'aide, vous ne posez pas de questions. Vous tendez simplement les mains. J'ai construit toute ma personnalité autour du rôle de réparatrice, de la fille fiable. Celle qui ne se plaignait jamais. Je pensais que si je versais assez d'amour, d'argent et de sacrifices dans ma famille, ils m'aimeraient en retour avec la même intensité. Je pensais que mon innocence et ma dévotion me protégeraient. Je n'avais pas réalisé qu'aux yeux de mes parents, Robert et Marie, et de mon frère cadet Austin, ma gentillesse n'était pas une vertu. C'était un feu vert pour me saigner à blanc. Pendant très longtemps, j'ai cru que toutes les familles avaient un accord tacite pour se protéger les unes les autres. Quand j'ai rencontré mon mari, Ethan, il y a 2 ans, il a été la première personne à me regarder et à me dire « Chloé, tu portes une montagne pour des gens qui ne ramasseraient même pas un caillou pour toi. » Je ne l'ai pas écouté à l'époque. Je les ai défendus. J'ai dit à Ethan qu'il ne comprenait simplement pas à quel point nous étions unis. J'étais aveugle à la dynamique toxique qui avait été soigneusement cultivée depuis mon enfance. J'avais été élevé pour être un agneau sacrificiel tandis que mon frère cadet Austin était élevé pour être le boucher. Je veux partager mon histoire aujourd'hui, non pas parce que je cherche de la sympathie, mais parce que je veux que chaque femme, chaque fille et chaque époux sache ce qui se passe lorsque vous laissez les gens franchir vos limites sous le prétexte de l'amour familial. Je veux que vous voyiez à quelle vitesse les personnes qui vous ont donné la vie peuvent se retourner contre vous lorsque l'argent et le statut sont mis sur la table. Mon innocence est morte sur ce plancher de salon, mais de ses cendres, j'ai trouvé une force froide et inébranlable. Voici la vérité de la façon dont je suis passé d'être leur distributeur automatique personnel à la femme qui a signé leur formulaire d'entrée en prison sans un seul regret. Pour comprendre pourquoi j'étais dans cette maison cette nuit-là, il faut comprendre la dynamique qui a gouverné ma famille pendant près de 3 décennies. Mon frère Austin était l'enfant doré. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Dès sa naissance, Robert et Marie l'ont traité comme un roi, tandis que j'étais traité comme une employée dont le travail consistait à assurer son confort. Si Austin s'écorchait le genou, le monde s'arrêtait. Si je rentrais à la maison avec un bulletin de notes parfait tout en ayant une forte fièvre, on me disait d'arrêter de chercher de l'attention et d'aller faire la vaisselle. En grandissant, ce favoritisme s'est mué en abus financier. Quand j'ai obtenu mon diplôme de l'Ohio State et décroché mon premier véritable emploi en entreprise, j'ai pensé que mes parents seraient fiers de moi. Au lieu de cela, le jour même où j'ai signé mon contrat de travail,
Mon père m'a fait asseoir à la table de la cuisine. Il ne m'a offert ni câlin ni félicitations. Il a jeté une pile de factures devant moi. Maintenant que tu gagnes de l'argent réel, il est temps que tu commences à prendre ta part ici, a-t-il dit. À partir de ce mois-là, je suis devenu le principal soutien financier d'une maison que je ne possédais même pas. Je payais les factures d'électricité, d'eau, les courses mensuelles exorbitantes. Et finalement les dépenses médicales de mes parents. Quand ma mère a eu besoin d'une procédure spécialisée que l'assurance ne couvrait pas entièrement, j'ai payé les 12 000 $ de mes propres économies sans y réfléchir à deux fois. Mais mes sacrifices ne se limitaient pas à mes parents. Austin était le véritable trou noir. Quand il a eu 21 ans, il a exigé une voiture de sport toute neuve pour renforcer sa confiance. Il n'avait pas d'emploi, et n'en voulait pas non plus. Mes parents m'ont pratiquement coincé dans ma chambre, pleurant que Austin serait déprimé s'il ne pouvait pas suivre ses amis fortunés. Pendant 3 longues années, j'ai payé 600 $ chaque mois pour une voiture que je n'avais même pas le droit de conduire. Si j'étais ne serait-ce qu'un jour en retard pour le virement, Austin claquait les portes, m'injuriait, et ma mère me blâmait de ruiner la paix de la famille. Je l'ai toléré parce que je pensais que c'était ce qu'une bonne sœur faisait. Je pensais qu'il finirait par voir ma valeur. Mais la gifle ultime est venue quand j'ai rencontré Ethan. Ethan était tout ce que ma famille n'était pas. Travailleur, farouchement protecteur et profondément honnête. Quand nous nous sommes fiancés, mes parents ont refusé de contribuer un seul centime à notre mariage. En fait, ma mère a même eu l'audace de dire, « Chloé, tu dois garder ton mariage simple et bon marché. Si tu gaspilles tes économies pour une grande fête, comment allons-nous financer les futurs projets d'entreprise d'Austin ?» Ethan était furieux, mais je l'ai supplié de laisser tomber. Nous avons payé nous-mêmes notre petit mariage dans le jardin avec seulement une poignée d'amis. Mes parents et Austin sont arrivés en retard, habillés de façon décontractée, et ont passé toute la soirée à se plaindre de la nourriture avant de partir tôt. Ils voulaient s'assurer que je sache que mon étape importante ne signifiait absolument rien pour eux. Après le mariage, Ethan et moi avons réduit nos interactions avec eux. Bien que je paie encore sottement certaines de leurs factures par culpabilité. Ethan et moi nous sommes concentrés entièrement sur nos carrières. Nous faisions des journées de 14 heures, sautions les vacances. Travaillions tous les week-ends. Et versions chaque once de notre sueur pour construire notre propre sécurité. Notre travail acharné a payé. 1 an et demi après notre mariage, nous avons enfin signé pour notre maison de rêve. Un magnifique penthouse moderne tout en verre dans l'un des immeubles de grande hauteur les plus aisés et sécurisés du centre-ville de Columbus. Il avait une vue panoramique sur le skyline de la ville. Un ascenseur privé et une sécurité de pointe. C'était notre sanctuaire. C'était la preuve que nous avions survécu au drainage émotionnel de mon passé et construit quelque chose de magnifique à partir de zéro. Nous étions heureux, stables et profondément amoureux. Et puis j'ai appris que j'étais enceinte. Ethan et moi étions au 7e ciel. Nous avons passé des semaines à peindre la chambre de bébé, à choisir un berceau et à nous préparer à l'arrivée de notre petit garçon. Je me sentais enfin en sécurité. Je pensais que la distance que j'avais mise entre moi et ma famille m'avait protégé de façon permanente. Je n'avais pas réalisé que mon succès n'avait fait qu'enflammer une envie toxique et brûlante dans leur cœur, et qu'ils n'attendaient que le bon moment pour frapper. J'étais à 8 mois de grossesse, lourdement enflé. Et entièrement concentré sur l'assemblage des dernières pièces du berceau de notre petit garçon. Quand le courrier est arrivé. C'était une invitation extravagante, sur papier épais orné de dorures. Mon frère Austin se mariait. Il avait réussi à séduire une fille nommée Sophia, dont la famille appartenait à un cercle de haute société extrêmement fortuné à Upper Crust, Ohio. Austin, bien sûr, leur avait menti jusqu'aux dents. Il s'était présenté comme un entrepreneur prospère et indépendamment fortuné, cachant complètement le fait qu'il était un parasite de 25 ans qui vivait encore dans le sous-sol de nos parents et survivait grâce au reste de mes anciennes aumônes.
Le moment où Ethan a vu l'invitation, son visage s'est durci. Il a regardé mon ventre énorme, puis la carte dorée, et a secoué la tête. « Chloé, n'y va pas » a-t-il supplié. Sa voix chargée d'un instinct protecteur auquel j'aurais dû faire confiance implicitement. Ta tension artérielle a grimpé. Le médecin t'a dit d'éviter le stress. Et tu sais exactement comment est ta famille. Ils n'ont pas appelé une seule fois pour prendre des nouvelles de ta grossesse en 8 mois. Cette invitation n'est pas une branche d'olivier. C'est une convocation. Mais j'étais piégé dans ma propre vulnérabilité émotionnelle. J'étais sur le point de devenir mère et une vague de nostalgie hormonale m'avait affaibli. Je n'arrêtais pas de penser à quel point ce serait beau si mon fils grandissait en connaissant sa tante, son oncle et ses grands-parents. Je me suis sottement convaincu qu'un mariage pourrait être le grand bouton de réinitialisation dont notre famille avait si désespérément besoin. J'ai dit à Ethan que j'irais simplement chez mes parents l'après-midi avant la répétition du mariage, déposerais un joli cadeau, leur souhaiterais le meilleur et jaugerais leur attitude. Contre le meilleur jugement d'Ethan. J'ai décidé d'y aller seul tandis qu'il terminait un projet massif au travail. Ce fut la plus grande erreur de ma vie. Le trajet jusqu'à la vieille maison de mes parents dans la banlieue de Columbus a semblé long et étouffant. Quand j'ai enfin stationné dans l'allée et monté jusqu'à la porte d'entrée, il n'y a eu aucun accueil joyeux. Personne n'est sorti en courant pour aider la fille lourdement enceinte à porter ses sacs. Quand ma mère, Marie, a ouvert la porte, elle n'a regardé ni mon visage ni demandé comment je me sentais. Ses yeux se sont dirigés droit vers mon ventre de femme enceinte avec un regard de détachement. Froid, puis elle m'a fait signe d'entrer dans le salon. L'air à l'intérieur de la maison était épais, lourd et complètement tendu. Mon père, Robert, était assis dans son fauteuil habituel. Et Austin faisait les 100 pas d'avant en arrière sur le tapis usé. Le visage tordu d'une expression anxieuse et maniaque. Je n'étais même pas encore assise sur le canapé quand mon père s'est éclairci la gorge et a lancé le véritable ordre du jour. Il n'y a eu aucun bavardage. Aucun prétexte d'amour familial. Chloé, nous devons parler de la situation de logement d'Austin, a dit Robert. Sa voix entièrement dépourvue de chaleur. Les parents de Sophia sont multimillionnaires. Ils arrivent en avion pour le mariage demain et veulent voir où les nouveaux mariés vont vivre. Austin leur a dit qu'il possédait une propriété de luxe en centre-ville parce qu'il ne pouvait pas exactement leur dire qu'il vit dans notre sous-sol. N'est-ce pas? J'ai cligné des yeux, un nœud soudain se serrant dans ma poitrine. D'accord, alors qu'est-ce que cela a à voir avec moi, ai-je demandé. Ma voix tremblant légèrement. Ma mère s'est avancée, plaçant une main froide sur mon épaule. Bien que cela ressemblât plus à une contrainte qu'à un geste de réconfort. Nous avons besoin que tu transfères ton pantouse du centre-ville à Austin. A-t-elle dit nonchalamment, comme si elle demandait à emprunter une tasse de sucre. Toi et Ethan pouvez faire vos bagages ce soir. Austin et Sophia doivent emménager immédiatement. Après la cérémonie demain matin pour que sa famille puisse le voir. Toi et Ethan êtes intelligents. Vous gagnez tous les deux bien votre vie. Vous pouvez facilement trouver un bel appartement bon. Marcher à louer quelque part en dehors des limites de la ville pour élever le bébé. Je suis resté là, totalement paralysé. Fixant les 3 visages que j'avais passé toute ma vie à essayer de plaire. Ils ne plaisantaient pas. Ils étaient entièrement sérieux. Ils me demandaient de remettre les clés du seul véritable bien que mon mari et moi avions construit. Le sanctuaire pour lequel nous avions saigné. Juste pour que mon frère bon à rien puisse maintenir un mensonge pathétique pour ses beaux-parents. De la haute société. Vous êtes fous, ai-je finalement chuchoté. Ma voix se renforçant à mesure que la pure audace de leur demande m'envahissait. Je me suis levé, tenant mon ventre de façon défensive. Ethan et moi avons travaillé 14 heures par jour pour ce pantouse. Nous avons économisé chaque centime pendant que je payais vos factures et finançais les voitures de sport d'Austin. Je suis à 8 mois de grossesse. Je ne vais pas faire mes bagages, vider la chambre de mon fils.
Mettre mon mari à la porte de sa propre maison et déménager dans une location bon marché juste pour financer la vanité pathétique d'Austin. La réponse est non. Absolument et sans équivoque non. Le moment où le mot « non » a quitté ma bouche, la pièce est devenue glaciale. Austin a cessé de faire les 100 pas, son visage se contorsionnant en quelque chose d'animal. Un masque de pure rage non dilué. Il s'est avancé vers moi, dominant mon corps de femme enceinte. Ses poings si serrés que ses jointures ont blanchi. « Qu'est-ce que tu viens de dire » a-t-il rugi, sa voix faisant trembler les murs du salon. « Espèce d'égoïste. Tu vas ruiner ma vie pour un stupide appartement. Tu me dois. Tu dois tout à cette famille. » J'ai reculé d'un pas, mon cœur cognant contre mes côtes. Ma main serrant instinctivement mon ventre pour protéger mon fils à naître. « Je ne te dois rien, Austin » ai-je crié en retour, les larmes finissant par percer ma colère. J'ai passé des années à servir de compte bancaire personnel pendant que tu ne faisais rien. Je ne te donne pas ma maison. Avant même que je puisse enregistrer son mouvement, Austin s'est précipité. Il ne s'est pas soucié que j'étais lourdement enceinte. Il ne s'est pas soucié qu'une vie humaine reposait en moi. Il a tendu la main, attrapé une poignée de mes cheveux et m'a tiré vers l'avant avec une force aveuglante. J'ai crié tandis qu'il tordait sa main, me maîtrisant complètement. Et m'a violemment projeté sur le plancher de bois dur et inflexible. J'ai frappé le sol avec un bruit sourd nauséabond. L'impact a ripé directement à travers mon torse. J'ai senti mon ventre s'écraser contre les lattes du plancher et un éclair d'agonie blanc et brûlant a explosé dans mon abdomen. J'ai manqué d'air. Un cri s'échappant de ma gorge tandis qu'une vague chaude et jaillissante de fluide a soudain trempé mes vêtements. Mon poche des os avait éclaté sous le seul traumatisme de l'impact. La douleur était différente de tout ce que j'avais jamais connu. Une sensation de déchirure et d'écrasement qui me disait que mon bébé était en danger mortel. Immédiat. Austin, arrête, s'il te plaît, mon bébé, ai-je étouffé, appuyant mes paumes contre le sol. Essayant désespérément de me rouler sur le côté pour soulager la pression sur mon ventre. J'ai levé les yeux à travers un flou de larmes, ma vision nageant, cherchant mes parents. Ils étaient debout juste là près de la télévision. Ils avaient regardé toute la scène. Ils avaient vu leur fils jeter leur fille lourdement enceinte à travers la pièce comme une poupée de chiffon. Papa, s'il te plaît, appelle une ambulance, ai-je gémi, tendant une main tremblante vers eux. Quelque chose ne va pas, aidez-moi, s'il vous plaît. Robert m'a regardé de haut, les yeux morts et creux. Marie n'a même pas bronché. Elle a juste regardé Austin, qui se tenait là halté, complètement sans remords. Puis mon père s'est éclairci la gorge. Tu t'es attiré ça, Chloé. Si tu avais simplement fait ce que nous te demandions, personne n'aurait été blessé. Nous ne nous mêlons pas de ton drame. Avec ces mots, ma propre mère et mon propre père m'ont tourné le dos. Ils sont sortis du salon et Austin les a suivis juste derrière. J'ai entendu la lourde porte en bois de leur chambre parentale claquer, puis le clic de la serrure. Une seconde plus tard, les lumières du salon se sont éteintes, me plongeant dans une obscurité totale. Ils m'ont laissé là. Ils se sont enfermés pour préserver la paix de leur garçon doré, me laissant saigner et perdre mon enfant sur le sol froid. Tandis que je restais là dans le noir, serrant mon ventre agonisant. Le dernier vestige de mon innocence s'est flétri. La fille qui voulait leur amour est morte juste là dans cette flaque de fluide. Une clarté froide et tranchante comme un rasoir a balayé la douleur. Je n'allais pas mourir ici, et je n'allais pas les laisser détruire mon fils. La gentillesse était terminée. Dans l'obscurité totale de ce salon, alimenté par une pure adrénaline maternelle, j'ai forcé mon corps à bouger. Chaque micro-mouvement semblait un couteau se tordant dans mon bassin. Je me suis traîné à travers le bois franc froid, mes ongles grattant les lattes jusqu'à ce que ma main brosse le tissu du canapé. Juste là, sous le coussin où il était tombé pendant la lutte, se trouvait mon téléphone. Mes doigts tremblaient si violemment que j'ai à peine réussi à déverrouiller l'écran. Je n'ai pas perdu une seule seconde. J'ai composé le 911.
La voix de l'opératrice est arrivée, un contraste frappant avec le silence mortel de la maison. 911, quelle est votre urgence? J'ai soufflé dans le combiné, pressant mon téléphone fermement contre mon oreille. Je m'appelle Chloé. Je suis à 8 mois de grossesse. Je viens d'être brutalement agressé par mon frère. Mon os s'est brisé. Je saigne sur le sol et ma famille m'a enfermé dans le noir et a refusé d'appeler à l'aide. S'il vous plaît, mon bébé est en train de mourir. L'opératrice est restée en ligne, sa voix calme manquant à la conscience. Dès que j'ai raccroché avec elle, j'ai appelé Ethan. J'ai à peine réussi à étouffer les mots, Austin m'a frappé. Chez mes parents. Viens vite. Avant que l'épuisement et la douleur pure ne fassent glisser le téléphone de ma main. Ce qui a suivi a semblé un flou de lumière clignotante et de sirènes hurlantes. En moins de 10 minutes, le quartier suburbain tranquille a été inondé. Les lumières rouges et bleues clignotantes des voitures de police de Columbus ont percé les fenêtres du salon, illuminant le sang et le fluide sur le sol. J'ai entendu le fracas assourdissant de la porte d'entrée arrachée de ses gonds. Les ambulanciers se sont précipités, stabilisant immédiatement mon cou et soulevant mon corps brisé sur une civière. Tandis qu'ils me portaient dehors, j'ai vu les policiers marcher dans le couloir. Ils n'ont pas frappé gentiment. Ils ont ouvert d'un coup la porte de la chambre parentale où ma famille lâche se cachait. À travers ma vision brumeuse, j'ai regardé la police plaquer Austin contre le mur. Lui tordre les bras derrière le dos et cliquer les menottes d'acier en place. Il criait, jurait, le visage pâle de choc. Juste derrière lui, ma mère et mon père étaient emmenés menottés aussi. Leur voix criait à propos de la vie privée familiale et de malentendus. La police s'en est moquée. Ils ont été traînés dehors dans le dos de voitures de police séparées. Sous les yeux de tous les voisins qui étaient sortis sur leur pelouse. À l'hôpital, le monde est devenu un cauchemar stérile. Ma tension artérielle était au plafond. Et le moniteur fœtal montrait le rythme cardiaque de mon bébé plongeant dangereusement bas. Le traumatisme de l'agression avait provoqué un décollement placentaire partiel. J'ai été emmené en urgence pour une césarienne. Tandis que l'anesthésie commençait à faire effet. Tout ce que je pouvais prier était pour la vie de mon fils. Quand je me suis enfin réveillé des heures plus tard dans la salle de réveil. La première chose que j'ai vue a été Ethan. Ses yeux étaient injectés de sang, son visage taché de larmes. Mais il tenait une petite couverture bien enroulée. Il m'a regardé, sa voix se brisant. Il est vivant, Chloé. C'est un combattant. Notre garçon va bien. En regardant mon fils Noah allongé en sécurité dans les bras de son père. La transformation finale en moi a été complète. Je n'ai ressenti aucun soulagement pour ma famille. Je n'ai ressenti aucune envie de pardonner. Pendant que je récupérais dans ce lit d'hôpital au cours des 3 jours suivants. Je n'ai pas passé une seule seconde à pleurer. Au lieu de cela, j'ai rencontré le procureur du comté et notre avocat de famille. Mes parents ont envoyé d'innombrables messages textes par l'intermédiaire de leurs amis, me suppliant de retirer les charges pour que le mariage d'Austin puisse encore avoir lieu. J'ai bloqué chacun d'eux. J'ai remis mes relevés téléphoniques, la transcription audio du 911 et mes rapports médicaux à la police. J'allais m'assurer que tout le poids du système juridique américain les écrase complètement. La salle d'audience du tribunal du comté de Franklin à Columbus était d'un silence de mort le jour de la sentence. J'étais assise sur le banc de bois, ma main fermement enlacée dans celle d'Ethan. Je portais un blazer sombre et net, mon posture parfaitement droite. Regardant directement la table de la défense. Austin était assis là dans une combinaison de prison orange vif. Les poignets enchaînés à une ceinture autour de sa taille. Ses cheveux étaient en désordre, son sourire arrogant entièrement disparu. Sophia, sa riche fiancée, n'était pas là. Dès que la nouvelle de son arrestation a frappé les médias locaux. Sa famille a explicitement annulé le mariage, révoqué leur soutien financier et disparu de sa vie. Mes parents, Robert et Marie, étaient assis à quelques mètres de lui, ayant l'air plus vieux. Flétris et profondément brisés. Ils ont essayé d'attraper mon regard, leur visage implorant la miséricorde d'une mère.
Mais je les ai regardés à travers comme s'ils étaient faits de verre. Quand mon tour est venu, je me suis levé et j'ai lu ma déclaration d'impact de victime d'une voix calme et inébranlable. Je me suis assuré que le juge entende chaque détail de la façon dont ils avaient laissé leur fille enceinte dans une pièce sombre pour mourir juste pour protéger un mensonge. La justice qui a suivi a été absolue et entièrement réelle. Le juge a regardé Austin avec un dégoût total. Selon la loi de l'Ohio, parce que la victime était lourdement enceinte, Austin a été condamné pour agression félonieuse en tant que crime de premier degré, ainsi que pour tentative de féticide. Le juge l'a condamné à 12 ans dans une prison d'état de sécurité maximale sans possibilité de libération anticipée. Puis le juge a tourné son attention vers mes parents. En vertu des lois de l'État sur le défaut de porter assistance et la mise en danger d'un enfant, leur inaction délibérée a été jugée un acte criminel. Bien que le juge ait cité leur âge avancé pour leur épargner une véritable peine de prison, il leur a infligé la punition alternative maximale. Une amende criminelle massive de $50 000 chacun, associée à 5 ans de probation intensive obligatoire et à des centaines d'heures de service communautaire, pour payer la dette de tribunal de $100 000 et couvrir leurs frais juridiques qui flambaient. Mes parents ont été forcés de mettre leur bien-aimée maison familiale de banlieue en vente forcée immédiate. La maison même qu'ils utilisaient pour me contrôler a été vendue au plus offrant, les laissant complètement ruinés, sans abri et socialement anéantis. Aujourd'hui, le cauchemar est officiellement derrière nous. Je me tiens sur le balcon de notre magnifique penthouse du centre-ville, regardant le skyline lumineux de la ville de Columbus. L'air du soir est paisible. Derrière moi dans le salon, j'entends Ethan rire tandis qu'il berce doucement notre beau et saint fils Noah pour l'endormir. Ma famille biologique pensait qu'elle pouvait démolir ma vie, voler mon sanctuaire durement gagné et me jeter quand j'ai refusé de céder à leur avidité. Mais ils ont oublié que le karma recueille toujours ses dettes. Ils voulaient tellement mon penthouse. Maintenant, ils dorment dans un abri étroit financé par l'État. Et mon frère fixe les 4 murs de béton d'une cellule de prison. Pendant ce temps, je suis exactement là où j'appartiens, entouré d'un amour réel, d'une paix totale et d'une belle famille à moi. Si vous croyez que le karma frappe toujours les bonnes cibles, appuyez sur ce bouton d'abonnement maintenant. Ne laissez pas les personnes toxiques écrire votre histoire.